Ça continue. nous va. Voilà, c'est parti. J'ai compris. Bon, merci de m'inviter à causer. C'est comme tu l'as dit, Sophie, hein, c'est une discussion d'atelier quasiment. C'est ça. Garage, quoi, presque. Et donc, bon, mon idée en montant tout de suite à l'échelle, c'était de contribuer à la réflexion de ce comité de pilotage que je connais pas, en fait. Donc, la meilleure façon de faire, c'était de se jeter dans l'eau. Et je l'ai fait à partir de certains éléments qui existent hein, depuis un certain temps maintenant pour INRAE, pour plusieurs métaprogrammes, qui est cette plateforme Cortex. Bon, j'en ferai une présentation rapide pour que vous sachiez de quoi ça cause, mais en gros, j'ai un PowerPoint, si vous voulez, je le partage parce que ça ira mieux. Voilà. Vous devez le voir normalement. Ouais, là, on le voit en mode avec les petites diapos sur le côté. Là, on n'est pas en mode présentation. Ah bah oui, j'arrive. Comme tu veux. Hein. Pour l'instant, on voit, mais comme je sais qu'après il y a des graphiques Eh oui, un peu illisibles. Un peu illisible, ça commence bien. Alors là, c'est encore en mode présentateur avec, on voit la diapo suivante. Ouais. Et là, c'est mieux. Voilà, ça c'est parfait. Et voilà. Et donc c'est parti. Donc l'idée, c'est apporter un éclairage avec ce que je fais assez régulièrement avec cette plateforme depuis 10 ans et à l'utiliser dans le cadre de l'animation de Better, partager avec vous un certain nombre de résultats, de visions du déploiement de la production scientifique, hein, en vous restituant donc une étude que j'ai faite ad hoc. Hein. Alors, comment dire, ça peut avoir vocation juste à instructif comme ça, mais ça peut être réutilisé si jamais ça donne des envies de reprendre ces méthodes pour augmenter des animations qu'on voudrait voir plus spécifiques sur certains pans de la production de connaissances. Alors, ce que je vais faire, c'est utiliser principalement deux bases de données qui sont, à mon avis, un peu emblématiques pour l'instant de ce que je comprends. L'une sur la bioéconomie sensus largo, hein, c'est-à-dire en allant chercher les articles dans le Web of Science qui ont ces formes-là, bioéconomie, green economy. Bon, cette query peut se transformer, peut s'agencer, hein, mais voilà. Et la deuxième, c'est sur les matériaux biosourcés. Ce qu'on pourra faire, ce que je pourrais faire à venir, en fonction de l'intérêt que ça suscite aussi, c'est de regarder des bases de données autres que seulement donc la production de connaissances, qui sont les brevets, et également les projets de recherche européens. Parce qu'on a toute la base grâce à un projet d'infrastructure qui s'appelle RISIS, on a une véritable infrastructure de données sur la production de sciences et les politiques de sciences et d'innovation. Voilà, donc aujourd'hui je vous présente les résultats d'analyse sur deux queries et vous arrêtez-moi dès que ça va pas ou dès que vous avez envie que certains points soient discutés. Hein. Voilà, alors la plateforme, j'en fais juste rapidement, c'est une plateforme scientifique qui a été créée, j'ai créé l'unité Sens ici à Marne-la-Vallée, qui visait en fait à doter des chercheurs qui s'interrogeaient dans leur recherche sur ce qu'étaient les dynamiques de science et d'innovation, à pouvoir le faire en analysant des bases de données. Et donc on a du coup l'envie, le projet de créer une infrastructure hein, en fait de recherche pour les recherches qui avait pour vocation de pouvoir analyser différentes formes de traces numériques. Alors, donc évidemment celle du Web of Science ou de tout type de base de données calibrées de ce genre, mais aussi d'autres sources de données qui pourraient venir de n'importe quelle donnée structurée ou même de données venant du web, des blogs, ainsi que des données des réseaux sociaux. Voilà. Donc si jamais vous avez des envies, ben, vous pouvez vous connecter sur ces éléments-là, hein, notamment le site web de la plateforme cortex.net. Donc toute la plateforme est très bien documentée, donc vous pouvez du coup vous tester avec un compagnonnage de documents ainsi que parfois de petites vidéos. Alors ce que font les chercheurs avec fréquemment, c'est que, comme on va le faire là, c'est étudier l'émergence de domaines de recherche. On a fait pas mal bioénergie, nano, biodiversité, des hot topics quand il y a des controverses,
Là, plus récemment, on a étudié la production scientifique sur l'hydroxychloroquine, qui est marrante. On peut faire aussi des cartographies très descriptives de production. Et puis, c'était ce que je vous évoquais, hein, des analyses de médias sociaux, souvent à partir de données qu'il faut avoir nettoyées. Bon, voilà, donc si vous voulez, si je présente les choses un peu de façon typologique, on a des données qui viennent des productions de sciences, des données qui peuvent venir de bases de données spécifiques, y compris de bases de données de projets, par exemple européens, ou des bases de données cliniques. Ça pourrait être aussi, si c'était le cas, les projets INRA, enfin, ce qu'on voudra. Et ce qui vient plutôt des médias, de la presse et du web, et qui nécessite souvent un travail de préparation des données. On a 4 dimensions d'analyse fréquemment utilisées. Bon, si je pars de gauche, c'est l'espace, au sens des pays, mais ça peut être aussi au sens d'entités spatiales aujourd'hui reconnues, que ce soit au niveau ce qu'on appelle les NUTS, au niveau des catégories européennes. Mais on a aussi déployé des outils d'analyse spatiale assez fins qui nous permettent de descendre vraiment à des niveaux de la rue ou de l'adresse physique, et de déployer aussi une clusterisation de ce qu'on appelle les URA, les unités spatiales, en fait, de concaténation d'activités humaines. Donc voilà, on a le temps, on a les contenus au sens où il y a du texte bien souvent dans ces bases de données, et on a des approches relationnelles qui permettent de lier des formes, quelles qu'elles soient, donc des formes textuelles qui co-occurrent, hein, qui sont présentes en même temps dans un document ou plus finement dans une phrase. Et donc, il nous permet de conduire à la volée des analyses de mots associés, qui est un peu la marque de fabrique de ce qu'on fait avec Cortex. Voilà, alors bon, je vous fais pas offense en vous disant que la base de la notice bibliographique, c'est vraiment un format idéal typique de l'analyse de réseau, puisqu'en fait, c'est les sociologues qui ont inventé ces machines, hélas, pour eux peut-être, je ne sais, qui ont conduit du coup à pouvoir analyser des grandes bases de données d'articles, en reprenant du coup les structures, bon là on a la structure du Web of Science qui a été la plus travaillée, mais qui est issue de toute la tradition de la bibliothèque économique et des thésaurus qui remontent à très loin et au 19e siècle. Mais bon, on a toute une façon de voir l'article avec des auteurs. Ces auteurs, à chaque fois, ils ont un labo dans lequel ils travaillent. Et puis, il y a des disciplines qui sont souvent liées aux travaux qu'ils produisent. Donc, c'est intéressant d'avoir les institutions, puisque du coup, on peut conduire de l'analyse, comme vous allez le voir, géopolitique des connaissances, les pays. On a des contenus qui sont importants, puisque ces contenus textuels, ils ont été produits par les auteurs, qui produisent les titres, qui produisent leurs mots-clés et leurs abstracts, donc on est vraiment dans la langue de l'auteur. Et puis, très important, les références citées au format WOS, hein, donc il n'y a que le premier auteur, ainsi que, du coup, dans ces références, des journaux, une temporalité qui peuvent être aussi étudiées, et le temps. Donc, en fait, ce sont des informations extrêmement riches, et on a une co-occurrence d'éléments, on va dire, catégoriels qui est importante. Vous voyez, dans celle-ci, Gates, ça nous dit que dans cet article, les USA sont uniquement présents, mais on a 2 départements qui ont été associés, il y a Allen qui a été cité, etc. Donc, tout un ensemble d'éléments qui sont propres à cette fiche en particulier et qu'on peut généraliser pour lire en masse des bases de données. Donc, ça donne lieu à différents types d'analyses assez standards, d'analyse de co-authorship, donc qui publie avec qui, l'analyse de présence, de co-occurrence des mots dans des champs, des analyses de collaboration, et puis surtout en utilisant ce qu'on va faire aussi là dans l'exemple, les références citées, pour regarder, par exemple, les gens, comment se mettent ensemble des gens qui ont des références citées assez homologues. Bon, on peut se poser ce genre de questions. Et donc là, on va sur des trucs qui s'appellent, qui mobilisent le couplage bibliographique. Voilà. Donc il y a plein de. Alors, un truc qui a souvent bien marché, c'est d'extraire de fabriquer les corpus en mobilisant non seulement le scientifique, mais enfin qui est en gros ici le scientomètre, hein,
mais aussi quand il y a besoin de faire du travail sur les données des ingénieurs, mais aussi des experts du domaine. Parce que voilà, une polymorphe, une allèle polymorphique, qu'est-ce que j'en sais moi? Et donc bien souvent le travail est réalisé avec des experts du domaine. Donc ça permet du coup de sélectionner des descripteurs, de faire des extractions raisonnées et d'utiliser ensuite soit des analyses directes ici, donc sur les données qui sont produites en live, enfin en dur dans la base de données, soit indirectes au sens de faire peser sur les données des calculs, sachant que la beauté de Cortex, c'est de récupérer systématiquement tous les calculs faits. Donc à chaque fois qu'on fait un calcul, ça ouvre une colonne et le résultat est dans la colonne. Ce qui fait que progressivement, il y a du reuse dans la base de données d'analyse. Voilà. Donc voilà, on fait différents trucs, des statistiques, des network analysis, on va faire ça aussi, et puis des analyses structurelles. Voilà. Alors je voudrais pas en dire plus parce que sinon ça va être compliqué de tenir le temps et vous montrer, mais peut-être qu'à ce stade il y a déjà des interventions. Je suis prêt à répondre. Marc, c'est complètement en accès libre alors ce Cortex. On peut s'auto-former oui. et Ouais. d'accord. Et Mais c'est moi, beaucoup utilisé par les oui. documentalistes Oui, aussi? on a fait de la formation à l'INIST plusieurs fois. On a fait des rounds avec CNRS, INRA dans Data Text Mining. On fait de la formation au niveau des doctorants. Enfin, oui. On a, je crois, on est à 10 000 utilisateurs à la louche, oui. Oui, c'est pas mal. Puis on fait un monitoring, vous verrez ça sur le site web, de tous les usages publiants de Cortex. Et ça commence à faire, quoi, ça cause. Voilà, le président est au courant, il nous aime bien, si je dois traduire ça. C'est les bisous dont il faut se méfier, mais De quel président tu parles? pas de la République, hein, de l'INRA. Je n'étais pas complètement sûre. C'est pour ça que je pose la question. On a eu parfois effectivement des conditions de travail, des projets avec avec des ministères ou pour travailler des données. Donc pour ce qui concerne l'INRA, moi j'en ai fait beaucoup pour les métaprogrammes, c'est-à-dire essayer d'aider comme ça à des lectures hein, sur des bases de données pour voir ce qui se dégage. Voilà, bon, il y a un côté un peu sidération, effet waouh, dont il faut vite se départir et essayer de voir un peu ce que ça dit. Voilà. Par expérience, c'est intéressant. Bon, je continue? Non, j'avais une question. Parce que là, allez-y, je vous en prie. Hein. En fait, donc, en principe, il faut construire un corpus très solide. Euh, oh, il faut un corpus. Il peut être tout mou, tout caca, du moment que quand on fait travailler dessus, ça génère soit des corrections, donc là on a des effets d'amélioration du corpus, soit on se dit ah bah il est complètement pas bien ce corpus, il faut le refaire, mais avec les analyses qu'on a pu faire, on va pouvoir l'améliorer. Et donc c'est tout le D'accord. travail itératif qu'on peut avoir. Donc tout ça pour dire qu'on n'est pas obligé d'arriver avec quelque chose de tout à fait prêt. Ça peut être aussi utilisé dans des procédures de search, quoi, voilà, de découverte. Ouais. Et ma deuxième question, c'était quand on parle qu'il y a une extraction donc sur la fiche totale, Ouais, une lecture de la fiche totale en biblio, moi je parle parce que c'est ce que ouais. je connais le plus. Euh, donc quand il récupère, Cortex va aussi récupérer les références associées, enfin citées. Là, on utilise les modalités de livraison par Web of Science des corpus. Oui, mais On ne donc il fait pas- récupère les références associées, mais seulement auteur, année, titre. Ah ben, on récupère que ce qui nous est livré, en Ouais, dur ou os. d'accord, ok. On fait pas plus que ça, oui. Et on ne peut pas réintégrer les références citées dans l'analyse. Si? Avec le corpus texte, je parle. Hein. Ah non, ça, il Ouais, faut c'est ça. faire. Non, là, il faudrait avoir les clés UT, il faut qu'on rachète le Web of Science pour faire ça. Ouais, d'accord, ok. Parce Merci. qu'effectivement, tu comprends bien que pour ces grosses entreprises à deux chiffres que sont les majeurs hein, de l'édition scientifique, tout ce qui relève de la mise en lien des références, tout ça, c'est le nerf de la guerre, quoi. Oui, Par c'est là, pour ça que. ouais. Donc on ne peut là, à ce stade, que extraire avec les autorisations qu'on a sur les bases de données,
Oui, parce que ça serait intéressant de récupérer les textes, enfin pas le texte entier, mais au moins résumé, en plus du titre qu'on doit récupérer là, en principe. Donc, mais ça peut se faire, mais tu vois bien, il faut itérer une boucle. Oui, c'est ça. Production du corpus associé aux références, et des références, il y en a un paquet, quoi. Donc, du coup, tu te dis, est-ce qu'il faut que je les fasse tous, ou les 10%, ou les 7%, enfin voilà. Et à partir de là, tu commences à rentrer quand même dans un travail qui suppose une approche statistique de la distribution des références, quoi. Merci. Marc? Ouais. Deux petites questions. Donc moi, je l'avais pratiqué il y a quoi, une quinzaine d'années maintenant, Ouais. une dizaine, et j'avais été bluffé par tout ce que ça pouvait apporter. Est-ce que tu peux publier des résultats d'analyse Cortex? C'est reconnu? Il n'y a pas de problème, ça? Aucun problème. Et est-ce qu'il y a des compétiteurs, des trucs Ouais. Donc, dans l'espace français, on a une plateforme assez équivalente qui s'appelle Gargantext, mais qui est un peu moins orientée scientométrie que nous. Hein, ce sont les deux grosses plateformes qui font de l'analyse comme ça en ligne. Sachant que nous, c'est open bar. Pour Gargantext, il faut passer par les fourches codines de l'Institut des sciences complexes. Donc, il faut être dans un EPST, quoi, en gros, pour accéder, qui paye sa cotise. Ensuite, au niveau international, on a pas mal d'outils. Donc, WOSViewer, qui est un outil qui est développé par l'Université de Leiden, au CWTS, qui est le phare de l'évaluation européenne en matière de science. Vous avez donc peut-être entendu parler du Leiden Index. Ils ont des outils en propre qui sont à peu près aussi bons, si ce n'est meilleurs que d'autres. Il y a donc WOSViewer, il y a SciSpace, et puis après du côté des États-Unis, il y a une tradition scientométrique, notamment à Arizona State University. Ils ont aussi déployé tout un tas d'outils, mais notre réputation est liée à son côté open et au fait qu'on peut faire pas mal de choses dedans. Et ce qui rend la plateforme un peu complexe, un peu exigeante à l'usage. Mais c'était un choix délibéré qu'on a eu au départ de dire si c'est un outil pour la recherche, c'est pas pour faire des photomatons, donc il y aura forcément des réglages. Et donc c'est vrai que dans le réglage, voilà, le diable est dans les détails, et donc il se passe plein de choses. Mais ça se publie, on suit ça de près, on a une collection de papiers, de bouquins aussi, qui renvoient à l'usage de cette plateforme. Voilà, donc là où elle en est maintenant, c'est pour ça que toutes les expériences que j'ai pu avoir avec les métaprogrammes, avec la DEPE, etc., on finit quand même par indiquer que ça pourrait être une ressource pour la future agence dont l'INRA sera pilote, ou serait pilote, ou est pilote. Voilà. Mais bon, voilà, ça demande après un travail important d'adaptation de la plateforme à ce contexte assez spécifique. Je continue? Oui, vas-y, merci. Alors, on commence par la bioéconomie, entendue au sens de la trouver dans les articles, avec TS qui veut dire Topic Subject. Donc, on fait une query dans cette base de données WOS et on cherche un certain nombre de termes qui sont bioéconomie, green economy. On pourrait faire autrement, hein. Ça vous donne quand même une idée de ce qu'il y a de produit avec ces termes-là dans les articles ou les titres, et ça correspond à environ 10 000 papiers. On pourrait augmenter autrement, voilà. Et ça, ce serait par exemple tout à fait à la main du comité de Better de se dire ouais, ça c'est pas bon, il faudrait rajouter ci et ça. Alors le risque, c'est la peau de léopard ou l'archipel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un mot-clé qui est intéressant, on produit une query spécifique, puis on se retrouve en fait à aller chercher des pâtés d'articles qui à chaque fois matchent, voilà. Mais au bas mot à la fin, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas un gros tas. On a un archipel de. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur le plan statistique après? S'il y a des trucs spécifiques à certaines îles, on va pouvoir inférer que c'est spécifique au corpus, peut-être, mais si ça se trouve c'est juste spécifique à l'île. Et donc du coup il faut pas se méprendre sur ce qu'est le corpus.
hein. Donc là, il y a vraiment des arbitrages à réfléchir et surtout à poser sur le papier. Donc moi, j'ai plutôt tendance à partir large quand je fais des queries, plutôt qu'à spécifier bioéconomie, un, ce, un, là, pour éviter d'enlever du bruit. Hein. Et ça, c'est souvent un réflexe de bibliomètre, d'enlever du bruit. Nous, on s'en fout un peu du bruit parce que dans les analyses qu'on fait, on s'en départit assez bien du bruit. Voilà. S'il y a plein de petits bruits, à la fin, bah, si ça clusterise pas, c'est normal, c'était partout, donc voilà. On a des façons à l'analyse de se départir du bruit. Voilà, donc, bioéconomie, on peut revoir cette query. Alors, le premier type de truc qu'on peut faire, c'est se dire, bon, alors, c'est quoi les pays? Vous avez vu dans la notice tout à l'heure, un auteur, il a un labo, et le labo est dans un pays. Et donc, à chaque fois qu'il y a des auteurs, il y a des pays, et à chaque fois qu'il y a des auteurs qui sont mis ensemble parce qu'ils publient ensemble, on a des pays qui sont associés, de facto, par la contribution. Donc, les Chinois qui publient que entre eux, on va avoir tendance à les retrouver ensemble. Et puis des Américains qui publient avec tout le monde quand ça les intéresse. Vous voyez, on peut avoir des explications, en tout cas des descriptions, de ce que j'appelle une forme de géopolitique de la publication scientifique, en comptant les pays dans les articles, en gros. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On est allé faire cette chose-là dans la base de données bioéconomie pour savoir quels sont les pays qui sont associés fréquemment. Donc là, c'est une mesure de Ki2, de spécificité d'association dans les articles. Et chaque cluster est ici représenté par un rond qui est proportionnel au nombre d'articles. Plus le cluster est gros, plus il y a des articles derrière. Les traits relient les pays qui échangent beaucoup, des pays qui sont fréquemment mis en relation par le co-authorship. Voilà. Donc la lecture est simple en fait. Vous avez des patates, si on peut dire, des cercles qui sont des clusters de pays qui entretiennent des relations entre eux fréquentes, qui sont assez homologues puisqu'ils ont souvent des relations de production scientifique ensemble. Alors on a une lecture macroscopique qui s'impose. On a en gros 3 grosses patates, quoi. En bas à droite une verte, en haut une bleue turquoise et une rouge à gauche, et puis des plus petits clusters. Voilà. Donc il y a une sorte de répartition qui est calculée par le logiciel qui affiche en optimisant l'usage de l'espace ces clusters. Donc ensuite il faut voir qu'il y a certains pays qui sont très au centre de leur cluster. C'est China par exemple, vous voyez en haut, il est très central, alors que à droite le USA, qui est manifestement par la taille du triangle le plus gros contributeur, il est un peu extérieur. Donc ça a un sens. Ça signifie que le USA est central avec Spain et Italie, un peu Canada et Brésil dans ce cluster, mais comme USA a beaucoup de relations à l'extérieur, il est tiré en quelque sorte à la périphérie de ce cluster, quand on a une représentation ici géodésique XY du pays. Donc, grosso modo, vous voyez un peu l'espace géopolitique de la production de connaissances et vous avez en fait des comptages ici à gauche. Et vous voyez donc la France qui, en part de marché, est à 4% des auteurs, 4% des articles. La Chine en tête, suivi des USA, la Germanie, l'Angleterre, le Royaume-Uni, pardon, l'Italie, le Brésil, le Salvador. Donc, plus particulièrement, si on regarde la France, dans les oranges, c'est bien de voir son profil d'association, on va dire post-colonial et maghrébin, si on peut dire ça, et aussi africain, qui est un profil très différent, puisqu'on va trouver, par exemple, du côté vert à droite, où on retrouve des pays majeurs, USA, Italie, Brésil, Espagne, qui sont ensemble. Donc déjà, ça commence ça permet de remarquer un certain nombre de choses. On voit bien l'importance d'un club, la Europe du Nord, avec les pays de l'Anse océanique et de Royaume-Uni, la Pologne, les pays baltes. Voilà. Donc bon, voilà. Donc ça, c'est un fait qui sort de l'analyse de cette base de données.
Donc les Pays-Bas et la France sont assez proches en termes de clusters, mais suffisamment distincts pour que ça fasse 2 clusters. Mais on voit que les pays entretiennent des relations assez fortes, sachant que l'Australie a cette position très forte d'intermédiation entre le cluster rouge et le cluster bleu. Vous la voyez au milieu à côté de Nouvelle-Zélande. Bon, alors on tient ça dans un coin de cerveau et on passe à la suivante, qui est en fait un regard plus précis après un des petits nettoyages avec un zoom. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Croyez-moi sur parole, parce que je vais pas trop surcharger, mais on peut après avoir fait co-occurrer les pays, comme on vient de le faire précédemment, on peut faire co-occurrer les institutions, en gros les labos ou les institutions dans lesquelles les auteurs des papiers exercent. Et donc d'avoir du coup une lecture un petit peu plus proche de ce qu'on sait être le fonctionnement de la recherche, qui est le niveau des universités, des établissements dans lesquels sont les chercheurs. Donc là, sur la base d'un gros d'une analyse de toutes ces relations nombreuses, et là je suis allé assez fin parce que vous voyez, c'est une boule de poil, il y a des traits de partout. J'ai quand même pris la peine de regrouper toutes les institutions françaises dans un seul item virtuel qui s'appelle French Institution, dans l'idée de voir quel pouvait être du coup le positionnement international de la France en tant que contribution, mais par rapport à d'autres institutions. Et donc, ce qui est intéressant du coup de voir, c'est que premièrement, ça nous permet de faire la liste des institutions qui contribuent à bioéconomie, hein, IFREMER, et de les ranker ici par fréquence d'auteur, qui est pratiquement fréquence d'article, mais enfin on parle nombre d'auteurs, voilà. Et vous voyez l'INRAC à cette position, qui est la sienne là, voilà. Et puis de remarquer du coup que les Français en fait clusterisent tout particulièrement dans cet espace bleu là, qui est forest sector, management de la forêt. Donc il y a toute une partie forestière, une partie des services écosystémiques et des modèles d'affaires. Donc qui caractérise un peu du coup la publication française à ce niveau de très général. Alors ça c'est aussi pour vous apporter une lecture. Alors il faudrait zoomer. Puis-je zoomer? C'est pas sûr. Mais là on fait du co-authorship, c'est-à-dire qui publie avec qui. Alors, ce qui est important ici, c'est de regarder en fait la distribution des clusters dans la tapisserie là. Donc, en gros, on a un énorme cluster en haut qui se trouve être un cluster de chinois. Hein. C'est assez net. Et puis, vous avez à gauche un cluster vert où on a beaucoup plus des Américains et des Belges qu'on retrouve et des Australiens qui donc collaborent de façon forte ensemble. Ce que j'ai fait là, les étiquetages, là, vous voyez ma souris, ce sont en fait des valeurs associées. Hein, c'est comme des variables projetées. Et en fait, j'ai fait apparaître ici les institutions. Et donc, du coup, les trois plus grandes, les institutions les plus spécifiques des clusters. Voilà. Et donc, vous avez ici donc un peu un regard, c'est-à-dire qu'on a un gros tas chinois, on a ensuite une opposition sur cette carte où on voit quand même des communautés d'auteurs qui publient souvent ensemble. Hein. Et puis bon, tout ça, en fait, on peut les faire sauter, quoi. C'est quand on les voit quand l'eau descend, hein, mais si on regardait ça à pleine mer, on verrait en fait que les clusters principaux, qui est donc une représentation pertinente quand on se pose la question qu'on connaît par exemple 2-3 auteurs dans un domaine, qui est de savoir finalement dans quel réseau de production scientifique il se trouve. Bon, voilà, la carte est là. Il faut rentrer ensuite dans le détail et avoir des questions à poser à la carte. Donc là, on a fait un autre travail qui renvoie à la question de Pascal tout à l'heure sur les références citées. En fait, on a une métrique qui permet de calculer pourquoi deux
donc ici deux institutions de recherche sont associées parce qu'elles partagent globalement les mêmes profils de citation. En gros, je prends tous les articles de INRA, ça me donne un profil de citation on va dire INRA, et je prends tous les papiers de Helsinki, ça me donne un profil, et puis il y a en gros une métrique qui utilise une valeur de cosinus. En gros, plus le cosinus il est proche de 0, plus les vecteurs qui portent l'institution dans l'espace des articles est similaire, donc plus l'angle va être proche de 0. Et donc, en gros, ça permet de se dire des partages homologues de référence situent en gros les entités dans le même espace épistémique. C'est pour ça que j'utilise le terme épistémique ici. Et ce que j'ai fait par ailleurs, c'est de traiter French Institute, vous le voyez en gros rouge là. Donc ça dope un peu la position française, mais c'est pour la faire ressortir. Et essayez donc de voir comment est-ce que les Français se positionnent dans cette clusterisation ici donc des institutions, telles que ces institutions ont des vecteurs de citation similaires. Donc, là-dessus, une fois qu'on a compris à peu près ça, on a rajouté, tout comme précédemment, les catégories du WOS qui permettent de savoir en gros dans quel type de domaine ça travaille. Donc on a quelque chose qui est important, c'est que en gros les deux pâtés en haut là sont assez proches, c'est-à-dire que les institutions ici et là sont souvent reliées en plus d'être spécifiques à chacun des clusters. Donc en vert, économie, écologie, agriculture, en rouge, marine, fresh biology, fishery, agriculture, multidisciplinary. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, l'Ifremer est très présente. Autour de la bioéconomie des bioressources marines, il y a une grosse production française et du coup, on a une véritable difficulté quand on parle de bioéconomie sur le plan, en tout cas, de la production scientifique, à faire la part de ce qui relève de la mer ou ce qui va relever de la terre. Mais le cluster nous montre bien que du coup, la mise en proximité avec un effet fort de ce gros pâté français, de économie, écologie, agriculture, economic policy et ça. Les Français sont aussi très liés à ce cluster assez important qui est Green Sustainability, Science and Techno, Biotech, agriculture multidisciplinaire, où on va retrouver pas mal des travaux qu'on fréquente à l'INRA. Proche aussi de ce cluster rouge, celui sur géographie, social issues et sciences sociales. Très à l'opposé, on a quelque chose dont on est très loin. Donc ce sont en fait ces clusters qui sont beaucoup plus éloignés de ce gros pôle central qui est celui d'ici en haut. Donc voilà, ça permet un peu de positionner du coup le travail qui se fait en France sur le plan de la bioéconomie. Alors là, c'est à peu près la même idée, c'est réutiliser à nouveau les références citées, voir comment les établissements sont associés les uns aux autres, et puis j'ai projeté par là-dessus comme tout à l'heure, les catégories du WOS. Là, ce que j'ai fait simplement, c'est on a éclaté, on n'a plus tous les Français mis en tas, on retrouve la lecture pure, si on peut dire. Et ça, et comme j'ai grossi les institutions françaises, on les voit mieux. Et on voit bien apparaître donc ce que je vous disais tout à l'heure, autour de Fishery, Marine, CNRS, Ifremer, Bordeaux, empâté. Et puis on a ensuite trois clusters qui sont quand même assez importants ici. Un cluster un peu saclé sur forêt, sciences des matériaux, études environnementales. Un cluster ici plutôt énergie, chimie, fuel, merci Narbonne et Montpellier, on voit ici Montpellier, Toulouse, et un truc plutôt green sustainability, marqué par la position qui est pas très forte de l'INRA, qui est un petit truc,
et du CIRAD surtout, qui est bien plus fort, et de la forte présence de l'université Clermont-Auvergne. Voilà. Donc là, ça nous permet de regarder un petit peu dans quel type de relations institutionnelles les Français se trouvent avec cette carte, sur, je le rappelle, la base du partage d'homologie des références citées. Donc ce que j'appelle des domaines épistémiques. Bon, excusez-moi de vous bombarder, normalement vous devriez déjà dire stop, mais vous êtes sympa, vous dites rien, donc je continue. Et, là, voilà, qu'est-ce qu'on fait là? On va faire plus, c'est plus simple en fait. C'est plus simple. On a juste fait l'extraction des termes qui sont dans les abstracts. Donc climate change, c'est un terme. Alors, c'est un terme à 2 termes. On appelle ça un bigramme. Donc, la machine, l'extracteur terminologique, va trouver toutes les formes fréquemment présentes dans les textes. Comme climate change, il ne va pas dire c'est climate et c'est change. Il dit c'est climate change. Donc, c'est un calcul statistique qui se fait à l'échelle de tout le corpus et qui nous permet de disposer de la liste des n-grammes, c'est-à-dire des termes complexes qui ont souvent valeur de concept. Et par exemple, ici, vous voyez ce gros triangle, donc c'est-à-dire beaucoup d'articles, c'est Green Economy. C'est-à-dire l'extracteur terminologique trouve la présence de ce n-gramme de la même façon qu'ici, par exemple, au hasard, Woody Biomass. Donc la fréquence est suffisante pour que ces termes apparaissent à des niveaux importants par rapport à une loi de distribution assez classique en loi de puissance. Il y en a un certain nombre qui sont assez fréquents pour représenter et porter, et c'est l'hypothèse qu'on fait, des concepts ou du sens. Donc quand on fait la co-occurrence de tous ces termes qu'on a calculés à l'échelle des articles, on a une super carte du domaine bioéconomie, voilà, avec 4 clusters principaux, et puis deux petits rogatons à côté. Donc on a le gros cluster rouge en bas, des biotech, énergie et chemical engineering, toujours en prenant les catégories du haut, on peut prendre autre chose, et regarder en détail, c'est tout à fait possible, les éléments sémantiques qui qualifient ce cluster. Donc building materials, life cycle, voilà. Et donc avec des environmental impacts, donc là je suis sûr que si on prenait 2 heures, on rendrait gorge à ces clusters pour dire de quoi ils sont faits. Les experts pouvant très bien comprendre beaucoup plus vite que n'importe quel lecteur naïf comme moi ce qui les compose. Donc en gros, on a ici ce cluster-là, on a agriculture ici en bleu, veterinary science, agriculture ici, en haut fishery marine, on va retrouver nos amis océanographes, et à gauche ici tout ce qui est beaucoup plus marqué, on parle des sciences sociales, qui clusterisent vraiment à part. Donc on a un cluster sciences sociales et sciences de l'environnement. Voilà. Donc on a, bon, j'ai fait un peu bouger des paramètres, mais c'est pas mal. C'est pas mal d'avoir 4. Donc vous imaginez bien si on avait fait une erreur dans la query et qu'on avait récupéré 50 articles parce qu'on avait voulu regarder de près, je sais pas quelle affaire, ça existerait même pas ici. Et ça n'aurait pas d'effet de structuration des réseaux. Je reviens sur cette question de la query. Voilà, 4 clusters et puis 2 proches. Marc, excuse-moi, je t'interromps histoire que tu sois pas tout seul à parler. Ah ouais. Du coup, je crois que je t'avais posé la question, mais peut-être que ça vient plus loin. À aucun moment, il y a un cluster cities, urban qui sort, en fait. Alors, il faudrait regarder le replay. La réponse est, j'ai fait une extraction qu'on appelle pivot. J'ai demandé à la machine, c'est pas ChatGPT, hein, c'est vraiment tout à fait ordinaire. C'est de l'IA quand même, mais toute simple. Je lui ai dit, trouve-moi tous les termes qui vont contenir urban. Qui vont contenir Urban. Tu l'as fait. La racine. Ouais. Voilà. Je vous montrerai après. Et donc ça peut permettre, si tu veux, on pourrait faire pareil avec water. On pourrait faire pareil avec biosource. Voilà. On peut du coup allumer des zooms sur ces grandes cartes à partir d'extractions spécifiques. D'accord. Et Marc, j'ai aussi une question. Là, tu disais la sociologie, elle est à part en gros. Et, il y a l'économie aussi, attention. Hein. Ouais. Oui, dans le sens social. Est-ce que le fait, par exemple, alors, je ne sais pas moi,
enfin, je crois que j'ai la réponse, mais je vais être sûr. Par exemple, moi, je suis dans un cluster et je veux aller m'intéresser à un autre cluster. Par exemple, je veux travailler avec les économistes ou les sociologues. Ouais. Est-ce que le fait qu'il y ait certains trucs qui sont proches de mon cluster, ça va me dire, ben, tiens, ça, c'est des bons partenaires à aller chercher, ou si je regarde les mots-clés, c'est des bons mots-clés à aller travailler? Oui, tu peux faire cette hypothèse-là. Moi, personnellement, je la ferai pas pour moi, perso, en tant que chercheur. Mais par contre, à des niveaux collectifs, ça peut donner des orientations. Moi, perso, ce que je fais, j'irai comme tout le monde, quoi, là où je peux aller, avec mes connaissances et puis etc. Mais je peux m'éclairer ici, par exemple, sur la question que Green Economy and Sustainable Development, qui est plutôt Sustainable Development dans le quart en bas, voilà, sont un peu les termes de passage. Donc, si tu veux collaborer quand tu es dans biotech en bas, là, eh ben, il faut que tu fasses vraisemblablement affaire avec des gens qui sont, voilà, c'est tout bête ici avec ces termes-là, mais on pourrait regarder ça de près sur les papiers auxquels ça correspond. Voilà. Après, là, quand même, la première leçon qu'on tirerait, c'est, ah bah, dis donc, autant à droite, il y a des relations entre les trois clusters principaux, autant celui à gauche, il est bien tout seul, comme d'hab. Il n'y a rien de très nouveau. Donc Moi, après, ouais, pardon. non, mais fini, j'ai Non, deux vas-y. questions. Ok. Alors, moi, j'avais une question sur des diapos précédentes, mais je savais pas si on interrompait ou pas. Ah si, on a le droit. Laquelle? Alors, sur la dynamique des clusters, moi, je me demandais, c'est sur les collaborations. C'était avant, ça doit être la précédente. Encore certainement, peu importe. C'est que sur ces collaborations, ton corpus, il démarre en 1990, Ouais, il finit en 2023, je suppose, ouais, parce que 2024, ça marche pas bien. ça marche moyen, là, je pense, en ce moment. Euh, Est-ce que ces clusters qui se forment peuvent être issus, en fait, de collaborations très ponctuelles? Tu vois, Donc, que ça, c'est une très bonne question. Là, on est massif. C'est comme s'il n'y avait pas de temps, en fait. ouais, voilà, c'est ça. On est Et d'accord? donc, on ne peut pas avoir cette dynamique, tu vois, en disant, bah, tiens, ils étaient tous dans un super projet qui a regroupé pendant 10 ans ou 15, enfin, tu vois, 10 Ah ans ben, les ça, gens. ouais. Donc, la réponse 1, ce qu'on fait en structurel ici, on peut le faire sur des tranches. Hmm, d'accord. Donc, on peut le faire dans le temps. Et, je te montrer tout à l'heure des analyses de clusters temporels, avec les Voilà. liens qu'il y a entre d'une période à l'autre. Par contre, passer à des explications sur les effets structurants de tel programme ou de tel truc, Ouais, voilà. tu ne trouveras pas facilement dans les articles. Donc c'est là où il faut rajouter des enquêtes ou avoir des connaissances du domaine pour donner l'explication. Ouais, c'est ça. Parce que même en prenant en compte le fait que normalement on cite ça a été financé par ça ou par ça, Alors, tu vois. récemment, ça marche bien, mais plus tu vas dans le passé, moins Ah ça non, marche. mais dans le passé, Et d'accord. ensuite, bon, les références, quand c'est granted, bon, le fait d'avoir du pognon de l'ANR, finalement, tu vois, c'est pas forcément très informatif. Tout le monde en a. Donc, Ouais, un peu, même si c'est très ouais. cher d'en avoir. Donc, du coup, on va pouvoir peut-être disposer de ces remerciements, mais le mieux, c'est peut-être effectivement auteurs, les cités d'auteurs. Ouais. C'est de regarder ce que les legs que certaines formes peuvent avoir à un temps donné d'auteurs précédents. Donc ça, ouais, merci Marc. La deuxième question, c'est, je me demandais si certains éloignements pouvaient pas être relatifs aussi à des choix de mots utilisés à tu sais, des vocabulaires spécifiques d'institutions. Alors, moi, je fais rien d'autre que reprendre le discours. Ça fiche que ce qui a été dit par les Ouais, c'est ça. institutions, par les auteurs. Donc là, par contre, c'est du verbiage d'auteur. Le titre, c'est eux qui l'ont écrit, l'abstract, c'est eux qui l'ont écrit. Après, évidemment, comme dans toute discipline, on n'écrit pas les choses n'importe comment, il faut que ça passe, il faut que ça soit lu et compris. Et donc, c'est vrai que tu as raison, il y a une sorte de style qui s'impose, qui va être assez spécifique à des disciplines.
Pour autant, quand on parle de water, que ce soit waterproof Oui. ou water machin, ça sera water quand même. Oui, Donc, mais par exemple, tu vois, je disais INRA qui ressort très peu dans bioéconomie. Je pense aussi que les gens dans les publications où ça pourrait être cité n'utilisent pas obligatoirement ce mot-là. eh ben oui, notamment les sociologues. Je parle pas des... Même les C'est autres. pas même les autres. Mais ça Oui, renvoie effectivement aux traditions dans lesquelles se c'est situent ça. des disciplines ou des groupes de scientifiques dans des pays ou des pays eux-mêmes. Donc ensuite, bon, par exemple, Transformative Science, j'ai fait un peu de truc. C'est un truc qui est né à Uppertal. Donc voilà, il y a un petit cluster dans les années début des années 2020 qui frémit avec 53 papiers. Voilà, il suffit qu'après une institution s'empare ou des institutions s'emparent de ça pour que ça devienne effectivement un terme de référence. Et on a maintenant conscience tous et toutes que c'est aussi comme ça que ça marche. OK. Et après, donc, on peut récupérer comme ça des Des syntagmes. syntagmes intéressants pour nous aussi, pour rechercher ce qui nous intéresse. Tout à fait. Ouais. 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 OK. Tu peux par exemple faire des listes qui t'intéressent Ouais. et pour pouvoir les utiliser dans d'autres voilà, d'autres contextes d'usage. Merci, Marc. T'en prie. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait après? On a donc je vous rappelle, on était sur ces clusters de thèmes. Hein, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une matrice de contingence, c'est-à-dire on a regardé quels étaient les agencements spécifiques au sens du qui 2, donc un qui 2 et un anti-qui 2, un qui 2 plus positif en rouge et un qui 2 très froid en bas, un anti-qui 2, pour regarder comment chacun des clusters thématiques croisait ces clusters que j'ai calculés précédemment d'associations de pays entre eux. Vous vous souvenez? Au début. Et on se dit, bon, en gros, il y a des thématiques sur le plan international, super. Est-ce que ça correspondrait à des clubs de pays qui feraient particulièrement ça? Voilà. Réponse, oui. On s'aperçoit en fait qu'il y a une spécificité forte d'association du club Malais-Chine, le cluster d'en haut de tout à l'heure, avec ce cluster ici qui est porteur en plus de Green Economy, comme quoi eux, ils ont su utiliser le concept. Panel Data, donc ça c'est les noms des clusters. Donc là, on a une spécificité très forte sur ce cluster, qui est liée aussi, comme à chaque fois, à la façon dont fonctionne la production scientifique en Chine. Je laisserai le commentaire à Sophie. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a d'autres clusters comme celui-ci, Arizona State, North Castle, Duke, California, donc c'est plutôt les Américains, mais dans lequel il y a l'Ifremer, donc on va être sur des trucs plutôt marines, ressources marines, qui est à un niveau de spécificité intéressant. Il y a un autre petit bazar ici, où on va avoir des trucs européens, plutôt en océanique, Finlande, Munich, Freiburg, Helsinki, donc Sweden, Finlande, sur un cluster plutôt forestier. Voilà. Donc on voit apparaître du coup ces éléments de spécialisation géographique et pour ce qui concerne donc ce cluster bleu qui a un petit peu tendance à marquer mais pas tant. Donc là la mesure du Ki 2 nous donne juste des indications. On peut le faire à l'inverse. Hein. Le Brésil et l'Argentine, ils sont pas du tout sur l'espace chinois, de la même façon que ici, du coup, la Malaisie et la Chine n'est pas du tout sur cet espace là. Donc là, on affine un peu la lecture en essayant de préciser ce que sont ces clubs de pays. Bon, on avance encore, et ça c'est particulièrement intéressant. Là, tout à l'heure, Je signale juste l'heure parce qu'en fait, il reste 6 minutes. Hein. il reste 6 On est obligé d'être voilà. respectueux du temps Oui, parce qu'on alors, a tous des donc, réunions à 2 heures. t'as raison. Donc en fait, on a ces clusters là qui apparaissent. On peut, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est vous dire qu'on peut regarder de quoi sont composés les clusters. Hein. Vous avez ici les termes n-grammes qui sont à chaque fois produits pour chaque cluster. Et on peut, bon, je vais passer, regarder ces clusters, c'était la réponse tout à l'heure à une lecture temporelle. Donc là, ce qu'on voit,
c'est dans le temps, vous avez en horizontal la flèche du temps. Chaque couleur est un cluster. Il faut imaginer un grand saucisson, ou ce que vous voulez de long, une courgette, coupé en tranches, hein, et les tranches sont homogènes du point de vue du nombre d'articles. C'est pour ça qu'il y a une grosse section au départ. C'est parce que quand il n'y avait pas beaucoup d'articles au début du monde, il y en a beaucoup plus après. Donc voilà. Et donc là, on voit comment un cluster à une date T, comme par exemple Crop Production Farm Profitability, a existé dans cette période, mais il n'avait pas d'antécédent, il n'a rien donné après. Là où, par exemple, stratégie de management et fishery management se trouve être en fait le résultat d'un premier cluster au tout début qui s'est divisé, mais qui n'a pas donné ensuite grand-chose, et de celui-ci qui s'est maintenu en fishery management, et qui s'est à nouveau fusionné ici avec Economic Value Farm Level pour donner quelque chose d'un peu plus significatif en termes de modèle bioéconomique et de voilà. Donc on sent qu'il y a une certaine convergence d'usage au-delà seulement des sciences marines et qui s'est un peu réduit ensuite à la forêt et à la dissociation ensuite entre forêt ici food security par forêt et fishing effort, modèle bioéconomique. Donc en gros, on peut comme ça regarder ce qu'il en est de l'évolution des clusters dans le temps. Bon, j'en ai fait plusieurs. Pour Bernard, et afin que j'ai regardé les biosources matériaux. Alors, il n'y en a pas beaucoup, en fait, parce qu'il y a d'autres façons d'appeler les choses, notamment dès qu'on rentre sur les aspects comment dire, beaucoup plus lié à l'économie du pétrole. Donc là, en étant vraiment sur ces bio-based des biosources matériaux. Donc voilà, j'ai refait la même chose, hein, je vous enverrai les diables de toute façon. On voit à nouveau ici le paysage de la publication scientifique et les entités associées à cela. Bon, on pourrait comparer ensuite, hein, mais on retrouve là, par ce qui est beaucoup plus net, des fonctionnements moins géopolitiques. On retrouve ici la Chine, les USA et le Royaume-Uni ensemble. La France, on retrouve son même type de fonctionnement pratiquement que tout à l'heure, mais avec des bonnes relations au niveau du Brésil, de l'Inde et quelque peu de la Tunisie. Voilà, donc on peut, vous voyez donc du coup par rapport à la carte de tout à l'heure, comment en changeant de corpus, on voit une autre lecture du monde, hein, des relations entre les pays. Alors ça, c'est des collaborations scientifiques entre les institutions, hein, avec la projection des catégories du WOS. Comme le temps passe, je vais pas trop m'apesantir, mais les Français, alors ils étaient où déjà? Voilà, je les ai mis en gros là. Il y a le CNRS ici, Saclay est ici, Lorraine est ici, Toulouse là. Voilà, donc on a un peu de marqueurs, AgroParisTech est en bas. Donc on a une distribution quand même des institutions dans ces différents registres de relations. Ça signifie avec des établissements à chaque fois différents. Donc INRA est au centre ici, en nutrition diététique food science, à côté de l'université de Nantes. Voilà les auteurs. Comme tout à l'heure, on retrouve ce même type de carte avec de nombreuses petites associations. C'est assez fréquent. La distribution en cercle est juste le résultat statistique que comme on ne sait pas les mettre de façon particulière à tel endroit, on les pose en cercle à la suite les uns des autres, donc il n'y a pas de structure en fait, même si on dirait qu'il y en a une. Par contre là oui, au centre il y en a une. On retrouve encore ce cluster chinois et aussi où se trouve Saclay, présent, en institution porteuse. Alors, les clusters des institutions qui partagent les mêmes références, hein. Donc là, c'est intéressant de voir, et il y a sûrement quelque chose qui joue aussi, comme tu disais tout à l'heure, Pascal, sur des projets qui ont pu porter ces thématiques de biosourcés. On voit donc les Saclay, Reims, Lorraine, Toulouse et Clermont-Auvergne fortement clusterisés ensemble.
du point de vue donc de l'homologie de des références citées, des articles publiés par les auteurs qui appartiennent à ces institutions. Donc là, on a une belle carte en fait où on voit bien la spécificité également thématique hein, de ces clusters d'institutions. Donc pour reprendre ce que disait tout à l'heure Jean-Philippe, là tu peux un peu aussi voir ce qu'il en est de l'intérêt que pourraient représenter certaines institutions par rapport à d'autres. Voilà. Donc aller travailler avec eux là, Tsinghua, je sais pas où ils sont, University, c'est peut-être mieux que d'aller travailler à je sais pas, à là ou voilà, parce qu'en fait, ça ouvre la possibilité d'avoir des relations avec d'autres clusters. Donc ça, c'est un raisonnement hein, qu'on peut avoir. Voilà. Donc par exemple, si Monsieur qui est à Riga, professeur Riga, il voulait travailler avec les Français, ben, il se mettrait de mèche avec BAF pour aller voir ce qu'il peut faire avec des Français. Donc on peut avoir ce type de raisonnement qui représente aussi souvent des stratégies valables parce que ces réseaux de publication entre des auteurs des institutions sont souvent accompagnés par des conventions ou par des habitudes ou des dépôts de programmes ensemble, en commun. Voilà la carte donc des sémantiques des domaines principaux des matériaux biosourcés, avec l'importance forte hein, de ce qu'il faut des biosource materials. Bon, c'est évident puisqu'en fait c'est le thème de la query. Hein. Donc voilà, on a la science des polymères et qui est ici plutôt là, la chimie et la pharmaco et la biotech et la microbiologie appliquée. Et ici, on a la construction, tout ce qui est ingénierie civile, et là, tout ce qui est utilisation alternative des matériaux biosourcés, y compris l'économie circulaire qui est ici et le management des déchets. On a quelque chose de marrant ici, c'est la présence quand même de diet, nutrition diet, donc c'est aussi l'usage de voilà, c'est le transit intestinal, sûrement, quelque chose comme ça. Il va falloir qu'on finisse. Je suis désolée, c'est intéressant, mais j'ai un peu peur que... Voilà, c'est la dernière, dynamique des domaines. Alors, on peut faire pareil sur la lecture, voilà, de cette idée. J'en ai fini. Okay. Donc, ouais, c'est assez démonstratif, je vends des aspirateurs, mais c'était plutôt pour vous dire, voilà, il y a ce type d'outils, ça peut permettre de se poser certaines questions. Ouais, mais ça, c'est vraiment passionnant de découvrir ce type d'outil-là, parce que moi, je le connaissais mal, enfin, je l'avais découvert avec toi, mais... Et parce que là, tu nous as parlé que de bibliométrie, mais il y a bien d'autres choses à faire avec que de la bibliométrie et de la scientométrie. Hein. Bernard? C'est juste une question, ça n'a le temps. En fait, Marc, est-ce qu'on peut regarder les interactions qu'il y a ensuite avec finalement les industriels, par exemple, ou sur la formation de start-up, ou tu vois comment finalement le transfert se fait vers l'économie appliquée dans les milieux, quoi. Ben, il faut une base de données. La réponse. Okay, voilà. S'il n'y a pas de base de données, l'outil sert à rien, si ce n'est qu'à te donner des idées pour dire tiens, j'irais bien voir sur polymère truc machin ce qu'il en est de ci et ci et ça. Et donc ça peut générer un canevas d'orientation de questions. Alors avec la base brevet, on peut peut-être faire un peu plus, puisque là on va avoir des inventeurs et peut-être du coup des indications, mais je doute. Et ainsi que dans les projets européens où il y a quand même pas mal de choses en termes de partenariat, etc. Donc ça, c'est un travail que je vais faire sur ces bases de données-là pour un peu aborder la question. Et des interactions avec les pôles de compétitivité qui, eux, forcément, font une veille oui. leurs adhérents et tout ça. Tu penses que c'est mobilisable ou tu as déjà du contact avec eux ou des trucs comme ça? Il faut payer des Russes pour aller leur voler les données. Sinon, il faut passer un deal avec eux en les intéressant à une question ou une autre et pour qu'on partage des connaissances sur des analyses, quoi. Ok. Marc, je me permets 2 questions très rapides, pratico-pratiques. Sophie. Alors, j'ai essayé de me connecter à Cortex, donc il faut créer un compte. Voilà. Est-ce qu'il faut que je fasse une extraction avant ou Cortex le fait pour moi? Alors, pour l'instant, Cortex, il le fait pas pour toi. Donc, il faut que tu ailles dans Web of Science ou dans Scopus ou que tu aies une base de données par ailleurs. Okay.
Et il faut la préparer, qu'elle soit bien. Il faut la zipper. Voilà. Il y a des petites techniques qui, au départ, sont très bloquantes parce qu'on a la poule devant un couteau. Mais très vite, ça prend en 10 secondes. Et après, on sait faire. Alors, le tout, c'est de faire l'extraction correcte sur Web of Science. Alors, si tu en fais une, tu sélectionnes, tu fais ce que tu veux, mais tu fais un export par paquet de 500, parce que c'est comme ça que ça Ouais, il marche. veut pas. Il veut pas faire plus. Et donc, il faut faire de 1 à 500, de 501 à 1000, de 1001 à 1500. Et quand on a 100 000, ça m'est arrivé, tu te mets un peu de musique, tu prends une bière et mais tu notes ce que tu fais parce que tu t'es très vite perdu. Voilà. Et une fois que tu as tout ça, tu les saves et tu les enregistres en plain text. Le format le plus bête qui soit. Et une fois que tu as tous tes saves, tu sais, les fichiers save que voilà, tu zippes tout ça dans un seul fichier. Et c'est ce fichier que tu montes dans Cortex. Et après, ça se débrouille. Donc, il y a un peu d'intendance de préparation, quoi. Et à combien de temps tu juges entre quelqu'un qui connaît rien et quelqu'un qui sait utiliser Cortex de 10 façon... ans? 10 ans? Non, mais est-ce qu'à une journée, ça suffit ou il faut passer une semaine, un mois Alors, écoute, on fait des formations à 3 jours. Et là, les gens, ils font des trucs bien après, hein. Ok. Alors, en une journée, tu prends en main et tu utilises. En une demi-journée, tu te dis, purée, ça a l'air vachement bien et tu vas galérer après. Ok. C'est un peu ça les tarifs.